Bien, alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc aujourd'hui écouter une conférence de Jorge Juan Vega y Vega. Alors, la chose est tout à fait improvisée. Je le remercie vivement d'avoir accepté de faire cette conférence, puisque normalement c'était Didier Bottineau qui devait venir parler d'Enaction. Et en raison des mobilisations d'aujourd'hui, la conférence a dû être annulée. Et il se trouve que par hasard, le professeur Vega qui enseigne aux Canaries, à la Grande Canarie, à l'université de la Grande Canarie, était en France. On avait un peu prévu de se voir et donc on a saisi l'occasion pour qu'il vous présente un travail qui est un travail de longue haleine, mais qui est repris, qui a été repris récemment et publié dans la revue du bulletin de la Société linguistique de Paris. Sur le verbe être. Donc merci encore et je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci Philippe, merci à vous d'être venu. Voilà, le professeur Moneret a expliqué, c'est un peu improvisé, mais je crois qu'on pourrait profiter de l'occasion pour revenir un peu sur cette question du verbe être qui m'occupe depuis longtemps. Et en effet, je viens de publier un article sur le verbe être, je vais vous le présenter, mais je vais faire une espèce d'exposé un peu improvisé, j'en conviens, qui aura deux volets à peu près. Le premier volet, c'est mon approche cognitive du verbe être, et ensuite une application justement en relation avec les structures locatives du verbe être en français. Alors, oui, j'avais mis comme ça un titre pour comprendre un peu. Et voilà, ce sont les deux choses, les processus cognitifs du verbe être et la place du corps, et l'avènement du sens figuré dans les constructions à verbe être. Comme le professeur Moneret l'a dit, j'habite aux îles Canaries, dans l'île de Grande Canarie, et je suis enseignant à l'université de Las Palmas. Voilà une petite vue du centre de l'île. Voilà. Bon, il y a une réflexion préliminaire qui est très très intéressante. Je prends toujours cet épigramme de Clément Marot. Vous voyez, ça fait un certain temps, mais qui est très très révélateur en fait. Et il y a en effet deux choses sur cette réflexion. Qui suis-je, voilà, qu'est-ce que le verbe être est en train de me dire ou dire de moi, de nous tous, des identités. Le verbe être est vraiment à la base de toutes sortes de conceptualisation, etc. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Alors là, nous avons deux choses, si vous voulez. L'identité qui ne change pas, et justement l'évolution, en particulier le corps, vous voyez, qui est soumis à la thermodynamique, à l'évolution. Donc vous voyez, il y a identité et changement. Et justement, on pourrait dire qu'il y a aussi identité dans le changement. Alors, ça c'est vraiment, disons, la base de la réflexion que je peux faire sur le verbe être. Dans la maison d'édition d'Honoré Champion, le livre sur le verbe être que j'ai écrit a été publié en 2011. En 2017, il y a eu une nouvelle édition. Alors là, j'ai présenté une espèce d'introduction justement sur la morphologie, la syntaxe et la sémantique du verbe, qui avait justement des projections vers le domaine de la pragmatique et du cognitivisme, domaine dans lequel je me suis de plus en plus intéressé. Alors, l'article dont je vais parler dans la deuxième partie de mon exposé est celui-ci qui vient d'être publié, donc être ou ne pas être dans les nuages, construction locative à verbe être et sens figuré. On verra un peu, voilà. Alors, le dictionnaire Larousse donne une constatation qui est très intéressante et je pense que ça va vous concerner plus directement.
Le verbe être qui se conjugue sur 10 radicaux différents, c'est le verbe qui a le plus de racines différentes qui ont composé un seul verbe. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Pensez à des langues, à un moment donné, Benveniste a parlé, il a comparé le français avec des langues d'Afrique, et pensez la diversité qu'il peut y avoir, la diversité mondiale, ce que nous connaissons comme un verbe seul, le verbe être, peut être dit, représenté et signifié par d'infinité de constructions, pas nécessairement des verbes, dans d'autres langues bien diverses, bien d'origine bien différente. Alors, ces 10 radicaux se sont associés tout le long de l'histoire par l'évolution, et ils ont fait la conjugaison la plus complexe de tous les verbes français. Martin Rigel, ses collaborateurs dans la grammaire disent que, du coup, le verbe être est le verbe le plus fréquent de la langue française. Alors nous avons ces deux choses, le plus complexe, multi-racines, et le plus fréquent. Et voilà, il y a quelque chose de curieux, au moins, dans cette constatation. Alors le verbe être a été pendant très longtemps l'apanage, le patrimoine d'une certaine logique, et cela n'a pas été toujours positif pour l'approche, disons, strictement linguistique du verbe être. Par exemple, au début du siècle, à la fin du 19e, début du siècle, vous voyez, c'était la période contemporaine de la préparation du cours de linguistique générale de Saussure. Bertrand Russell disait cela du verbe être. Le « et » de Socrate est humain exprime la relation entre sujet et prédicat. Le « et » de Socrate est un homme exprime une identité. Alors vous voyez, pour lui, cela est, comme il le dit, une disgrâce pour la race humaine qu'il en ait décidé d'employer le même mot « et » pour ces deux idées complètement différentes. Une disgrâce à laquelle, bien évidemment, les logiciens vont porter une solution. Donc c'est une affirmation tout à fait, au moins de mon point de vue ou d'un point de vue linguistique, tout à fait discutable. À mon avis, il ne faut pas confondre justement la polysémie et l'ambiguïté. Non, il dit dans la deuxième citation que le mot est terriblement ambigu. Il faut une très grande attention pour ne pas confondre ces diverses acceptions. Alors vous voyez, justement, ambiguïté n'est pas polysémie, polysémie n'est pas ambiguïté. Souvent, on le confond, ou parfois on le confond, mais vous voyez, ce n'est pas la même chose. Pour ce qui me concerne, nous venons de le voir, le verbe être est polysémique, mais le verbe le plus fréquent de la langue n'est pas forcément ambigu. Il peut, bien évidemment, dans des contextes pragmatiques, dans des situations, être utilisé d'une façon ambiguë. Voilà. Il y a ce célèbre interrogatoire de l'ancien président Bill Clinton à propos de l'affaire Lewinsky, et on lui a posé une question à l'aide du verbe to be, et il a répondu cette fameuse tout dépend de ce que vous entendez par le verbe to be dans cette expression. Je ne me souviens pas exactement quelle est la question, mais c'était en relation avec ces supposées relations avec cette dame. Alors, comment j'aborde cela ? Je vous parle d'une expérience qui me concernait, le jeune homme que j'étais dans les années 80, qui regardait beaucoup cette émission historique de Cosmos de l'astronome Carl Sagan, m'a donné vraiment une petite clé pour pouvoir approcher ce verbe immense, ce verbe qui est comme une espèce d'étoile, qui est très important. Alors, il disait que pour étudier certains corps mineurs, il fallait obscurcir la lumière des grandes étoiles. Si vous voulez, c'est une mécanique qu'on peut considérer l'effet visière. Justement, si vous voulez voir quelque chose en présence d'une incroyable lumière, il vaut mieux faire une protection, donner de l'ombre, cacher la source de lumière, et à ce moment-là apparaît justement, et c'est une technique qu'on a utilisée justement en astronomie pour voir des corps célestes qui étaient dans l'ombre de ces grandes étoiles. Bon, eh bien, c'est ce que j'essaye de faire avec le verbe être. Le verbe être est
cette grande étoile, si vous voulez, que nous utilisons tous et dont on ne prend pas vraiment conscience en l'utilisant, et qui justement cacherait ce qui nous intéresse de découvrir. Et c'est un peu cette approche. Il y a un autre problème, et c'est que le verbe être, au moins à ma connaissance, n'est pas souvent ou pratiquement jamais étudié comme une unité. C'est seulement dans les dictionnaires, dans les descriptions, dans les définitions des dictionnaires, justement les grands dictionnaires, qui vont développer toute la panoplie d'usages, des constructions historiques, etc., etc. Mais normalement, le verbe être n'est pas étudié comme une unité. On a étudié par exemple la copule d'une part, le verbe auxiliaire d'autre part, les constructions clivées d'autre part, le verbe d'existence d'autre part. Mais vous voyez, normalement, le verbe être n'est pas étudié dans sa totalité, si j'ose dire. Augustus de Morgan, le grand mathématicien britannique, disait que cette tâche était justement impossible, parce que si on allait étudier toutes les occurrences du verbe être en cours de journée dans les millions et des millions d'utilisateurs de la langue, ça serait impossible de faire une étude. Bon, impossible n'est pas français. Je ne dis pas que je vais aboutir, mais je crois qu'on pourrait faire une approche justement unitaire. Je considère en effet que le verbe être fonctionne comme un organisme multifonctionnel, mais un seul organisme, et ça c'est une constatation. Dans les dictionnaires, le verbe être apparaît toujours sous une seule entrée, ce qui est, malgré son évidente polysémie, ses origines, ses multiracines, etc., intéressant. C'est une constatation, le verbe être est un verbe un, varié, différent, polysémique, tout ce que vous voulez, mais un verbe un. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je me suis dit, en effet, il fonctionne comme un organisme, il évolue, il a des fonctions, différentes fonctions, mais il fonctionne comme un organisme. Voilà. Donc, en étudiant le verbe, bien sûr, j'ai une formation, si vous voulez, philologique, et je suis espagnol, je parle plusieurs langues, donc mon approche est une approche, si vous voulez, plurilinguistique, ce qui m'a permis de concevoir que le verbe être n'est pas un tout en lui-même, un tout, on va dire, seulement en français, mais qu'on peut justement produire de l'évolution du latin et des langues anciennes, les racines indo-européennes, etc., et qui est aussi un verbe qui est en contact avec les langues d'Europe et maintenant avec les langues du monde. Donc ce verbe-là ne peut pas, enfin à mon avis, est moins bien étudié si on le regarde simplement comme une unité de la langue française, dans la langue française et pour la langue française. Alors ce tout, je le conçois justement comme une espèce de cercle dans lequel il y a plusieurs fonctions. Nous allons le voir. Il y a ces dimensions. J'essaie de illustrer cela d'une façon... Je conviens que cette présentation est un peu, si vous voulez, abstraite, mais comme je vous ai dit, j'essaie d'éviter la réflexion philosophique, la réflexion religieuse ou la réflexion logico-mathématique qui a été faite à propos de être, des constructions à verbe être. Donc pour moi, ce verbe être est un tout qui est polyfonctionnel et je le présente un peu dans cette figure du cercle qui est en fait une espèce de sphère, de cycle, de pièces en mouvement, en rotation, qui est constamment à la recherche d'un certain équilibre, non seulement en synchronie, mais aussi diachroniquement. Alors, il fonctionne comme une montre, si vous voulez, le fonctionnement linguistique du verbe être. Si vous voulez, je le représente comme ça. Nous avons ce parcours de midi à 6 heures et de 6 heures à midi, et c'est ce 4 cadrans que j'envisage comme des suites, des séquences. Et c'est ça qui est intéressant. Très souvent, le verbe être est présenté d'une façon tripartite dans les dictionnaires,
verbe d'existence, verbe copulatif, verbe auxiliaire. Alors vous voyez, le verbe d'existence est une approche, si vous voulez, plus sémantique. Le verbe copulatif est une approche logico-syntaxique. Et le verbe auxiliaire est une approche grammaticale, si vous voulez. Mais, à mon avis, dans ce type de présentation, il y a comme une espèce de linéarité qui ne répond pas, ou qui répond moins bien, à mon avis, à la conception sphérique, circulaire, cyclique du verbe. Alors, on peut le concevoir à commencer par le bas, si vous voulez, ou à commencer par le haut, mais le sens des aiguilles du montre peut montrer justement le mouvement du verbe. Alors, l'approche cognitive dont je vous parle, c'est justement, nous utilisons le verbe être, nous l'utilisons normalement inconsciemment, nous voulons transmettre de communication, etc., et des choses, et ce qui m'intéresse du verbe, c'est justement ses profondeurs. Alors j'ai pris cette image et cette réflexion du philosophe espagnol Ortega y Gasset, parce que justement, c'est là que se trouve, à mon avis, l'intérêt de l'explication cognitive du verbe. Le verbe fonctionne, on va dire, en suivant la métaphore des langages génératifs, le verbe fonctionne en surface. On l'utilise, et on l'utilise très bien, on communique, etc., etc. Mais au fond, il y a un fonctionnement, il y a non pas des racines étymologiques, mais on pourrait les appeler des racines cognitives, des substances préalables, prélinguistiques, qui font que le verbe se constitue tel qu'il est. Et donc c'est ce mouvement émergent que je vais essayer de vous expliquer. Donc c'est cette profondeur, si vous voulez, qui m'intéresse. Alors, nous sommes donc dans la cognition et non pas dans l'expression linguistique du verbe être. Il va fonctionner donc comme une horloge, comme une montre, et il va faire un parcours. Et de la même façon que les heures changent, ce n'est pas la même chose 2 heures que 8 heures, c'est-à-dire ce n'est pas la même signification si vous voulez, ce verbe-là, il change aussi. Alors, oui, le verbe être, on va dire, j'insiste, ce n'est pas une conception ni philosophique ni religieuse du verbe, c'est une conception strictement linguistique pour ce qui me concerne. Est composée d'une force qui va émerger. C'est-à-dire, les mots de la langue n'apparaissent pas dans la communication correctement utilisée d'une façon spontanée, si vous voulez. Mais ce n'est pas simplement une question de logique au sens aristotélicien, que les phrases répondent à une cohérence logique de la réalité, etc., etc. Non, il y a aussi une mécanique, c'est-à-dire une cohérence interne, une immanence qui fait que... Et voilà, et c'est cette éruption, si vous voulez, des profondeurs qui m'intéresse. Alors, pour expliquer mon travail, pourrais dire que le verbe être surgit selon 3 niveaux, on va dire. Imaginez que nous sommes au fond de l'océan et qu'il y a une espèce d'éruption qui remonte à la surface. Permettez-moi cette métaphore visuelle. Alors nous avons 3 niveaux, 3 paliers. Le premier niveau est un niveau élémentaire, dans lequel on va trouver la substance élémentaire du verbe être, l'embryon si vous voulez. Puis il y a un deuxième palier qui est encore cognitif, et puis il y a un troisième palier qui est le niveau C que vous voyez sur cette image. Les images sont publiées dans l'article si vous voulez, et qui obéit à la partie, disons, linguistique, on va dire, l'expression en langue telle que nous l'utilisons, le verbe comme nous l'utilisons. Alors vous voyez, il y a plus de clarté ou plus de transparence au début, et puis dans la surface, il y a plus de richesse, plus de prégnance. Alors, je vais essayer de vous expliquer quels sont ces niveaux-là et comment ils fonctionnent. Alors, pour que on comprenne de quoi il s'agit dans le verbe être, vous voyez, il faut commencer par dire que le verbe être est composé de 2 éléments de base qui sont une substance bipolaire, c'est une espèce d'oxymoron si vous voulez, mais qui est consubstantielle. Le verbe être est fait de 2 dimensions de base qui s'opposent mais qui sont
la substance élémentaire du verbe être. C'est ce que j'appelle la présence du cinétisme ou du mouvement et l'absence de cinétisme. J'ai utilisé le mot cinétisme dans l'article. Il me semble beaucoup plus approprié que dans cette présentation qui date un peu. Pourquoi? Eh bien parce que le cinétisme, tel que je le conçois, ce n'est pas exactement comme Guillaume le précise, c'est simplement l'abstraction du mouvement. Alors, le verbe être est dans sa nature un composé de deux principes. Le principe du cinétisme, il admet le mouvement potentiellement, mais il va aussi fonctionner sans le cinétisme. Et c'est ce mouvement, cette dimension bipolaire qui est à la base du verbe être. Je suis d'accord avec vous que c'est un peu abstrait et justement j'essaie de faire des efforts graphiques pour l'expliquer. Mais en fait, c'est ça. En effet, nous pouvons dire, si vous voulez, pour vous donner un exemple, je suis ici. Eh bien, nous pouvons dire, nous sommes tous ici autour de cette table, on est en train de dire. Ça, c'est le principe du cinétisme. Vous voyez, nous sommes des corps, nous pouvons bouger, etc., etc. C'est simplement pour illustrer. Donc, au fin fond du verbe être, nous trouvons cette capacité. Mais nous pouvons dire, eh bien, nous sommes des êtres humains, nous sommes des étudiants, des professeurs, des doctorants, des personnes, et nous pouvons utiliser d'autres rôles, d'autres définitions. Alors là, cela n'a rien à voir avec notre cinétisme puissant. Nous pouvons nous définir comme espagnol, français, italien, etc., avoir des nationalités, cela ne change pas. Alors cela est aussi l'apanage du verbe être. Nous pouvons dire je suis ici et je suis espagnol, on va dire. Mais les deux choses sont incompatibles entre elles. Les deux choses sont incompatibles entre elles, mais nous pouvons les dire. Vous voyez? Alors c'est très intéressant de voir que cela est à la base de... Alors cette opposition est une opposition bipolaire. Et c'est, disons, c'est ce que j'ai trouvé comme le fond le plus élémentaire du verbe être. Alors, le verbe être, je viens de vous le préciser, donne la concrétion, la réalité. Il peut refléter la réalité, mais il peut refléter aussi. Alors vous voyez, la statue est la contradiction même. J'ai pris ce David de Michel-Ange justement parce que c'est la contradiction même. La statue est justement quelque chose qui ne bouge pas, par définition. Mais justement, si vous observez, si vous contemplez cette statue, nous voyons qu'il y a un mouvement, si vous me permettez, un mouvement puissant. Le corps prend appui, le corps réfléchit, le corps est en train de faire quelque chose, il y a un regard, il y a des pauses. Justement, tout cela est cristallisé, gelé, dans ou sur le marbre, si vous voulez. Et c'est ça, c'est ce double principe qui fait fonctionner le verbe à sa base. J'insiste, on n'est pas dans une définition lexicologique, on n'est pas dans un niveau linguistique de surface, vous voyez, c'est dans les profondeurs. Mais c'est ce qui m'intéresse pour pouvoir expliquer cela. Alors, dans le deuxième niveau, le verbe va se préciser. Alors, nous avions ce magma élémentaire, cette masse, alors cette masse, elle va être un peu pétrie, elle va être un peu modelée d'une certaine façon. Et c'est le deuxième niveau que va introduire 4 dimensions. Alors, si nous disions que dans le volet A, le verbe être est bipolaire, cinétisme, absence de cinétisme, présence de cinétisme, voilà. Dans cette deuxième dimension, le verbe être va se configurer, si vous voulez, va prendre des personnalités différentes, on va dire comme ça. Il faut utiliser justement un langage métaphorique, des caractérisations. C'est comme vous avez la masse du pain que vous êtes en train de manipuler, et alors là, vous allez donner des formes différentes, vous pouvez avoir des miches, des baguettes, etc., etc. C'est un peu ça. Donc cette force va remonter, mais elle va prendre des caractéristiques. Alors nous pouvons avoir ces 4 dimensions qui sont des dimensions qui sont connectées les unes et les autres, il n'y a pas vraiment d'étanchéité, il y a des transitions, et ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors j'insiste beaucoup, quand on voit ces termes-là, on pense peut-être à des questions religieuses ou à des questions philosophiques. J'insiste, ce sont des termes, des métatermes, si vous voulez, linguistiques que j'utilise pour expliquer. Alors le verbe être peut adopter
ces 4 dimensions et il va fonctionner dans ces 4 dimensions, nous allons le voir. Mais il faut dire, le verbe être est un verbe 1. Vous voyez, il ne faut pas oublier cela. Et avec ce verbe 1, nous pouvons faire et dire beaucoup de choses. Alors, justement, j'ai mis un exemple tout simplement pour vous démontrer que dans une expression comme « je suis bloqué », que nous pouvons dire dans plusieurs contextes, nous pouvons avoir ces 4 dimensions prendre consistance. Et c'est en fait ni je ni bloqué change, c'est toujours je et bloqué. Et ce qui change en fait, se suit. Nous, le verbe être, nous voyons là justement le verbe être, la polysémie, non-ambiguïté bien évidemment, du verbe être. Et dans chaque contexte, le verbe être va incarner, si vous voulez, un sens différent. Et c'est ce que j'ai essayé de imaginer dans ce cercle-là. Lorsque dit par exemple je suis bloqué dans mon inspiration, par exemple pour écrire un roman, je suis un homme bloqué. Alors je suis en train de, vous voyez, c'est une définition de ce que j'appelle l'esprit, on va le voir tout à l'heure. Lorsqu'on dit par exemple je suis bloqué dans mes réactions, c'est plutôt la psychologie, je me trouve un peu bloqué dans une situation, un peu paralysé, un peu paniqué, etc., etc. Puis, je peux dire, écoutez, je suis bloqué dans l'ascenseur, est-ce que vous pouvez m'aider? Eh bien, c'est plutôt le corps qui est bloqué, bien sûr, il y a la conscience qui joue, mais en effet, c'est le corps qui est bloqué. Et puis, pour faire carrière, je suis bloqué par mes concurrents, par exemple. Vous voyez, il y a une dimension d'action. Mes concurrents me font obstacle, me compliquent la vie, etc., etc. Tout ce que vous pouvez dire là-dessus. Alors, vous voyez, le verbe être est en train de fonctionner là, en français. Bien sûr, si vous pensez à d'autres langues, ça peut se dire de façon différente. Mais justement, le verbe être du français a concentré ces dimensions. Et c'est tout simplement pour vous expliquer. Alors, je passe en revue un peu les 4 dimensions. La première, c'est la dimension de l'esprit, mind, l'intellect, si vous voulez. Alors, justement, c'est ce qui nous permet de faire des définitions en français. Toutes les sciences, je mets toujours le même exemple, mais c'est très révélateur, non? La Terre est la 3e planète du système solaire. C'est l'esprit qui peut le dire. Vous voyez, c'est l'intellect, c'est la capacité de raisonnement, c'est la logique, ce sont les définitions, ce sont les actes d'identification. Alors vous voyez, sous cet esprit, il y a le non-cinétisme. Les définitions sont bonnes par définition, justement, tant qu'elles répondent à la réalité qu'elles préfigurent. Quand elles ne répondent plus, par exemple l'évolution de la science, eh bien on fait une nouvelle définition qui va préciser les termes. Mais vous voyez, le verbe être est en train de véhiculer ce sens d'éternité, si vous voulez, de infini, qui est vraiment l'apanage de ce qu'on peut dire l'esprit. Alors cet esprit-là, si vous voulez, c'est notre conscience de dire les choses objectivement. Lorsque nous nous présentons, justement, voilà, nous ne sommes pas normalement dans des états d'âme ou simplement nous essayons d'être objectifs. On va à la préfecture, par exemple, on dit, écoutez, je suis espagnol, voilà, on se présente objectivement, etc., etc. C'est cette dimension. Alors, cette dimension, justement, elle organise le monde. Je crois devoir dire, au moins dans le monde occidental. Je ne sais pas exactement dans les langues des régions du monde dans lesquelles il y a d'autres traditions et d'autres conceptions dans lesquelles il n'y a pas peut-être des concepts tels que science et des études comme ça, je ne pourrais pas dire. Mais dans le monde occidental, où il y a par exemple le développement de la science, les démonstrations, etc., etc., la raison fonctionne comme ça, l'esprit fonctionne comme ça. Par exemple, dans le monde juridique, les lois, c'est l'esprit qui les crée, l'esprit des lois, justement. Et justement, les lois ont une définition et elles doivent s'appliquer à des cas, etc., etc. Donc, vous voyez, cela est cette dimension de l'humain qui nous appelons l'esprit. C'est très, très intéressant, cela. Et c'est, disons, on va dire pour l'Homo sapiens, c'est en principe le plus important, on va dire ce qui nous définit, au moins scientifiquement. Je ne suis pas en train de faire des priorités, mais en effet, l'humain se définit surtout
par cette dimension de l'esprit. On nous appelle sapiens. Hein, voilà. Il y a cet exemple merveilleux de la Madeleine de Proust qui peut éclairer un peu comment fonctionnent ces éléments-là. Vous connaissez ce passage formidable et merveilleux du goûter de la Madeleine. Alors vous voyez, nous avons les 3 dimensions qui fonctionnent, ou 3 dimensions parmi les 4 qui fonctionnent. Le narrateur décrit son expérience justement qui est d'abord une expérience tactile et gustative. Il met le gâteau dans l'infusion, il trempe ça et puis il prend une cuillerée et il y a une sensation gustative. Alors vous voyez, c'est le corps qui fonctionne, c'est la sensation tactile et gustative qui produit tout de suite après et sans solution de continuité une émotion. Et alors là, vous voyez cette dimension que j'appelle âme-cœur, vous voyez cette dimension émotionnelle. Alors un plaisir immense m'avait envahi, sans la notion de sa cause, vous voyez, et sans la notion de sa cause. Alors là, c'est la logique qui manque. Et puis tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Cette saveur-là était celle que le dimanche matin à Combray, etc., etc. Cette saveur était celle. Alors vous voyez, c'est l'esprit qui prend le dessus, qui se souvient, qui découvre. Mais vous voyez, il y a eu 3 moments. Le moment corporel, tactile, gustatif. Le moment émotionnel, un plaisir, une émotion positive immense, éblouissante si vous voulez, mais qui n'est pas expliquée dans un premier temps. Et puis il y a l'esprit qui arrive à la formulation. Vous voyez, cette saveur était celle. Vous voyez, et c'est très très intéressant. C'était très intéressant. Alors j'ai pris ce petit fragment justement parce que nous avons 2 utilisations. J'utilise toujours les 2 couleurs d'une façon. 2 utilisations du même verbe être qui est justement polysémique, mais qui n'est pas ambigu du tout. Alors, il m'a rempli d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, dit le narrateur. Elle était moi. Alors vous voyez, cette chose n'était pas une chose corporelle que je m'injectais, que je incorporais justement dans mon corps, mais c'était quelque chose qui me définissait. Et vous savez que ce passage est celui de la prise de conscience du narrateur qui va devenir Marcel et qui va pouvoir aller justement à la recherche de son temps perdu, à la recherche de son identité. Et je trouve que justement le verbe être, si insignifiant, vous voyez, si vous voulez, il est en train de nous dire cela. Tout simplement pour l'espagnol que je suis, les 2 verbes en rouge et en bleu ne se traduisent pas de la même façon, n'ont pas le même sens. Esta substancia no estaba en mí, era yo. Vous voyez, et ça c'est très intéressant. Et voilà, le verbe être, justement, il peut mettre cette dimension bipolaire qui va se personnaliser dans un verbe locatif et dans un verbe identificatif, dans un verbe copulatif. Vous voyez, c'était très intéressant. Alors, cette phrase aussi nous permet de voir comment le français a privilégié cette dimension de l'esprit. Le narrateur dit lui-même, et ce n'est pas la première fois, et c'est très souvent dit, dans mon livre j'utilise d'autres cas, par exemple Paul Claudel, Albert Camus et d'autres encore, qui ont eu des exemples formidables dans lesquels vous voyez le verbe être en bleu, le verbe de la définition, est plus important que le verbe de la constatation, le verbe locatif si vous voulez. Plus important, vous voyez, cette substance n'était pas seulement en moi, elle était moi, elle me définissait. Et la définition est plus importante que simplement le constat des faits. Alors vous voyez comment cela fonctionne. Et puis, si vous voulez, le diagramme, vous voyez le corps qui englobe les émotions et qui englobe à leur tour l'esprit. C'est un peu comme ça. Mais vous voyez, les 3 choses font la personne. Et ça, c'est très intéressant. Je vais essayer de vous le... Alors, pourquoi cette priorité de l'identification? Eh bien, parce que notre civilisation occidentale est un peu comme ça. Alors, si vous voulez, un jour, quelqu'un me posait la question de quelle est la différence qu'il y a entre les termes culture et civilisation. Eh bien, je vous donne une définition, une distinction révélatrice. Les termes culture n'impliquent pas le culte de l'or. Le thème civilisation implique le culte de l'or.
Alors, on dit la civilisation inca, voilà. Ou on dit la civilisation grecque, voilà. Le terme civilisation est associé, justement, c'est simplement anecdotique, hein. Je ne suis pas en train de faire un cours sur cela, mais c'est anecdotique et c'est très révélateur. Pourquoi l'or? Eh bien, parce que, justement, l'or est associé à tout ce que l'esprit apprécie de plus, ce qui ne change pas. L'or est le symbole de la fidélité, l'investissement sûr. Quand il y a des périodes de crise, comme maintenant, l'or monte, justement parce que c'est une valeur sûre. C'est justement la pérennité. Par rapport au fer, par exemple, qui devient rouillé, l'or permanent inchangé. Voilà, c'est simplement pour que vous voyez que cela existe, cette espèce d'exploration cognitive, nous pouvons l'appliquer à des choses comme ça. Alors justement, la valeur de l'esprit est une valeur en or. Une valeur qui ne change pas. Les choses, il faut appeler un chat, hein. On ne peut pas tout le temps changer. Donc les définitions, ce sont des choses qui ne changent pas. C'est de ce point de vue-là, comme l'or. Et c'est très intéressant, justement, que dans les civilisations occidentales, l'or est une valeur, si vous voulez, économique, mais aussi symbolique, émotionnelle. Justement, la fidélité, on la symbolise par la matérialité des alliances en or, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est cette idée de l'identité. Je suis fidèle à toi, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Bien évidemment, nous sommes conscients que le temps passe, que les évolutions arrivent, que la thermodynamique agit sur les êtres. Et donc, justement, par rapport à cet or, nous avons cette illustration de l'inconsistance de la mémoire, comme le dit Salvador Dali, qui est justement très révélatrice. Justement, le verbe être n'est pas simplement ce principe de l'éternel, comme disait Parménide, mais c'est aussi le principe de Héraclite, tout passe, tout coule, tout change, hélas peut-être, on vieillit, on devient, voilà. Alors c'est très intéressant parce que cette dimension-là fait partie aussi de notre monde occidental et cette évolution est très révélatrice. Et le verbe être est en train de aussi refléter ce mouvement. Alors vous voyez ici ces horloges molles, ces montres molles, qui sont justement le principe du cinétisme, justement, les choses évoluent. Alors que l'or reste immobile, voilà, brillant, toujours le même, voilà, il y a cette autre dimension de ce qui change, le temps passe. Voilà. Alors, à l'opposé de l'esprit, nous avons le corps. Et le corps, c'est justement le centre de référence le plus immédiat. Alors je privilégie le corps, non pas parce que l'esprit est moins important, bien évidemment, mais de l'esprit on a beaucoup dit, depuis Aristote jusqu'à la logique de Frege, etc., etc. On a beaucoup dit de l'esprit, de la conception scientifique, logique du monde, de nos connaissances, etc. Pourtant, justement, jusqu'à une bonne moitié du XXe siècle, cette conscience du corps n'a pas été aussi... voilà, nous avons des mouvements tels que l'existentialisme, Heidegger, Sartre et le nouveau roman, qui vont introduire cette dimension du corps, cette visibilité du corps que nous avions perdue. En français, cela commence, si vous voulez, à l'époque de Descartes. L'influence de Descartes est immense. Alors, je pense, donc je suis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'existe, mais j'existe mentalement. Descartes dit explicitement, je n'ai pas besoin d'un corps ni d'un lieu pour être, pour exister. Je ne suis qu'une substance qui pense, je ne suis qu'esprit. Et mon esprit est. Or, vous voyez, l'existence en français, tout particulièrement, est devenue une entité abstraite. Et vous voyez les deux pôles qui se rejoignent, nous avons une existence qui n'est plus une existence matérielle, mais une existence, si vous voulez, spirituelle dans le sens mental, de mind, esprit, une existence intellectuelle, si vous voulez. Par contre, justement, Rob Grillet dit à un moment donné, quelque part, dans les constructions romanesques futures, gestes et objets seront là avant d'être quelque chose. Vous voyez, si vous comparez Rob Grillet ou Michel Butor ou Claude Simon avec Balzac ou Flaubert, vous voyez, Balzac ou Flaubert, nous avons des personnages qui ont
des prénoms, des noms, qui ont une identité. Les personnages sont des personnages. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le nouveau roman? Nous avons des entités, des choses qui sont là, qui sont jetées au regard d'une caméra. Voilà. J'ai travaillé énormément sur la modification de Michel Butor et nous avons cette espèce de vous qui guide les actions, etc., de choses qui se parlent, on va dire comme ça, c'est très abstrait. Les choses sont là avant d'être Léon Delmont, d'être un personnage avec une identité. Vous voyez? Et cela est le produit d'une vision existentialiste, si vous voulez. Sartre dit quelque part, l'homme existe d'abord dans le monde, et puis il se définit. Dans l'existentialisme est un humanisme, je crois, et puis dans l'être et le néant aussi. Voilà, je cite justement les philosophes, tout en étant linguiste, non pas parce que je fais un cours de philosophie, mais justement parce que les philosophes ont été assez près du phénomène linguistique que j'ai étudié, mais non pas parce que j'essaye de bâtir un édifice philosophique quelconque. Alors, je cite encore un autre philosophe. S'il est vrai que j'ai conscience de mon corps à travers le monde, alors avoir conscience de son corps à travers le monde, vous voyez, il y a cette dimension de l'esprit qui possède le corps, on va dire. Il est vrai, pour la même raison que mon corps est le pivot du monde. Et c'est cela qui est révélateur. Donc Merleau-Ponty apporte de l'eau à mon moulin linguistique dans ce sens. Je sais que les objets ont plusieurs faces. Je peux avoir de la connaissance et donc de la conscience parce que je pourrais en faire le tour et en ce sens, j'ai conscience du monde par le moyen de mon corps. Alors vous voyez, le corps est cette caméra qui enregistre pour qu'ensuite mon esprit puisse dire ceci est un train, ceci est une fenêtre, une crouche d'eau ou n'importe. D'accord? Alors justement, il y a ce tableau de Magritte que j'aime beaucoup, les origines du langage, il s'appelle comme ça. Vous voyez, Magritte est très très original, mais très très séducteur. Alors, les origines du langage, voilà, je ne sais pas exactement pourquoi il l'a dit, mais il est un surréaliste, on ne va pas justement chercher à trouver des explications. Mais vous avez là cette espèce de rocher qui surgit, qui se tient, qui est un corps. Et puis vous avez ce ciel, ces nuages, alors vous avez l'air, non? Donc vous avez l'esprit, le mot esprit n'est que de l'air, hein, même étymologiquement, alors que la pierre, stone en anglais, vous voyez, c'est justement ce qui se tient. Voilà. La racine stone, est très intéressante parce que justement elle donne, par exemple, le mot statue et beaucoup d'autres choses qui sont très intéressantes. Alors, bon, voilà, nous fonctionnons comme ça et nous pouvons voir que ces trois niveaux peuvent s'échafauder les uns sur les autres. Alors, je prends une autre casquette simplement pour vous expliquer comment cela fonctionne. Eh bien, l'expérience de Proust, ou n'importe quelle expérience, nous tous, on le fait tous les jours, ça fonctionne comme ça. Nous avons une espèce de, ce que j'appelle antimème cognitif, c'est un terme d'Aristote, si vous voulez, c'est une inférence cognitive, tout simplement. Alors, comment fonctionne cela? Le corps fonctionne comme récepteur, comme capteur des signaux. Voilà. Alors, l'esprit, il va les métaboliser, il va les transférer, il va les gérer pour produire une connaissance. Mais vous voyez, cette connaissance, elle est somatique et mentale. Somatique parce qu'il y a tout ce qui est sensoriel, et mentale parce qu'elle est produite par notre esprit. Alors vous voyez, le souvenir de Combray n'est pas la Madeleine, le goût de la Madeleine. Et pourtant, le goût de la Madeleine produit le souvenir. Alors vous voyez, c'est cette mécanique, voilà, je le présente dans ce que j'appelle les éventails, voilà, de cette façon-là. Il y a l'expérience physique, hein, le goût, non, quelque chose. Alors il y a une réflexion consciente ou inconsciente, et ça c'est très intéressant, dans le cas de Proust, c'est de l'inconscience, voilà, cela arrive, c'est la mémoire inconsciente, comme on dit, et puis ça produit, et voilà, le souvenir m'est apparu. Toutes les découvertes du monde sont comme ça. Ici, nous avons en 3, par exemple, l'Eureka d'Archimède. Je tiens l'affaire de Champollion lorsqu'il a découvert les hiéroglyphes
égyptiennes, etc. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et nous fonctionnons un peu comme ça. Il nous faut de l'observation, de la réflexion et de la conclusion, voilà, de l'obtention de nouvelles connaissances. Alors, vous voyez, c'est l'articulation qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et puis, au milieu, ici, on ne le voit pas, mais au milieu, il y a un filtre. Vous voyez, je peux filtrer subjectivement mes expériences. Ça peut me plaire ou pas me plaire. Vous voyez, Proust dit « un immense plaisir m'avait envahi ». Alors, les expériences qui viennent du monde, les observations, peuvent être, avant d'être métabolisées du point de vue mental, peuvent être filtrées par l'esprit. Et il va y avoir une certaine subjectivité. C'est favorable ou défavorable, c'est agréable ou désagréable, et donc les émotions vont jouer énormément. Alors, justement, le verbe être va nous permettre, et ça c'est très intéressant, de mettre le corps en action. Pensez par exemple ce que nous avons appris dans la grammaire du français à l'époque pour les auxiliaires des verbes dits de mouvement. Ben justement, les verbes de mouvement. Alors, quel est le mouvement? Eh bien, c'est le mouvement du corps. Alors en français, la liste s'est réduite justement avec cette montée de l'esprit depuis l'époque de Descartes, mais dans le moyen français, nous avions une liste beaucoup plus longue. Si vous comparez l'italien et le français, vous voyez que la liste en italien est encore plus longue. Et en français aussi, justement, à l'époque de Molière, un verbe comme accoucher, qui est un verbe du corps, donner naissance à un enfant, eh bien, était un verbe de mouvement, comme naître. Et alors, il y a un registre de la troupe de Molière, dont sa compagne est accouchée d'un enfant. Mais ce n'est pas une voix passive, c'est le verbe de mouvement accoucher. Alors depuis, les choses ont changé, justement, l'évolution de la langue s'est intellectualisée. Et donc, beaucoup d'auxiliaires ont pris ce verbe avoir qui est, de ce point de vue-là, comme auxiliaire des temps composés, beaucoup plus intellectuel, si vous voulez. Ça, c'est l'action et non pas le corps qui agit. Par exemple, je jette une pierre, j'ai jeté la pierre, etc., etc. Vous voyez, c'est plutôt la dimension de l'action plus intellectualisée, etc., etc. Mais justement, en français, il y a ce vestige, si vous voulez, qui est très, très révélateur. Et nous avons cette circularité que nous avons tous appris à l'école à un moment donné, et qui a tous les mouvements que nous pouvons imaginer. Et il y en aurait d'autres, mais vous voyez, il y a ce qui est très intéressant, le verbe ressusciter, qui n'est pas, si vous voulez, très humain, mais semble-t-il divin. Mais pour la connaissance que nous pouvons en avoir, c'est le corps qui ressuscite. Je suis ressuscité. Le Christ est ressuscité. Voilà, je n'entre pas dans des questions religieuses, tout simplement, je rappelle la chose. Et c'est bien. Et vous voyez par exemple le verbe devenir. Alors c'est très intéressant. On pourrait dire qu'il y a une règle grammaticale, tous les composés ou les dérivés ou voilà, de venir, on va les construire. Mais justement, je suis devenu, il y a aussi une transformation. Et alors là, il peut y avoir des transformations qui sont au niveau du corps, au niveau de l'esprit ou au niveau psychologique, émotionnel. Hein. Je suis devenu furieux. Je suis devenu aveugle. Aveugle, vous voyez, c'est le corps, mais c'est aussi l'esprit. Je suis empêché de voir et cela me définit. Vous comprenez? Donc, cela montre bien comment le corps est ce pivot, comme disait Merleau-Ponty, qui va nous permettre de construire. Et ce qui semble curieux, c'est que nous n'avons pas une conscience de cela. Benveniste le dit quelque part aussi, en général, et nous n'avons pas une conscience vraiment ample, mais simplement fugace, des opérations que nous accomplissons pour parler. Nous parlons, nous communiquons, nous avons des intentions de dire ceci et cela, mais on n'est pas très conscient de cela. Cela me pose une question, justement, et c'est pour cette raison que je fais cette exploration cognitive. Est-ce que le sens des mots est toujours conscient? L'expérience de Proust me montre que le sens c'est un continuum, si vous voulez, entre le conscient et l'inconscient. Et qu'au niveau inconscient, justement, l'implicite psychocognitive, si vous voulez, au niveau inconscient, il y a cette dimension que j'essaye de montrer. Alors, regardez par exemple ce qui se passe dans les verbes pronominaux.
Les verbes pronominaux aussi utilisent l'auxiliaire être en français. Tous les verbes pronominaux, au temps composé bien évidemment. Mais vous voyez, il y a un mouvement bizarre, enfin complémentaire si j'ose dire, entre, si vous voulez, je me suis promené et je me suis repéré. Alors vous voyez, en effet, il y a l'explicitation de promener et se repérer, qui sont deux verbes différents. Promener, c'est un verbe du corps, c'est le corps qui se promène. Et se repérer, c'est un verbe d'esprit, de l'intellect, c'est l'esprit qui se repère, qui prend des points de repère, etc. Alors vous voyez, le mouvement est complémentaire. Dans « je me suis promené », vous voyez, c'est mon corps qui promène moi, mon esprit. Alors que « je me suis repéré », c'est le contraire. C'est-à-dire en avançant, j'identifie les signaux. Et c'est l'esprit qui guide le corps. Maintenant on tourne à droite. Maintenant, on tourne à gauche. Vous voyez, c'est cela, et c'est complémentaire. Et nous avons que le verbe être est là. Cela veut dire, en effet, qu'entre le corps et l'esprit, il y a fusion, mais non pas confusion. Alors, vous voyez, il y a aussi cette dimension transitoire, vous voyez. Alors, je me suis brûlé. Qu'est-ce qui brûle? Eh bien, c'est le corps. C'est l'épiderme, etc. Et puis, je me suis brûlé. Alors, je me suis fâché. Voilà, ce n'est pas l'esprit qui se fâche, en fait. Ce sont les émotions qui tournent autour. Et puis, je me suis convaincu. Alors, ce n'est pas ni le corps, ni les émotions. Bien sûr, ça passe à travers... voilà, il faut que j'écoute d'abord, que je prenne la chose bien ou mal, enfin, agréablement ou désagréablement. Et puis, à un moment donné, j'accepte de penser quelque chose ou je ne l'accepte pas. Et vous voyez, c'est cette transition que le verbe être est en train de dire. Et je voudrais utiliser ce dire comme une espèce d'explicitation cognitive de ce que le verbe être est en train de faire. Bien sûr, les usagers normaux de la langue, moi-même, quand je suis en train de parler normalement, on n'est pas conscient de cela. Mais je ne peux pas m'empêcher justement de le voir et de le révéler d'une certaine façon. Alors, je introduis encore un philosophe italien, Giorgio Agamben, qui dit de même que dans l'expérience de la promenade, le sujet, vous voyez, se promène d'abord lui-même. Alors le sujet, vous voyez, d'abord lui-même. On se promène. Alors vous voyez, esprit et corps, l'un qui est véhicule et l'autre qui est conducteur. Vous voyez, et c'est très très intéressant. Fait l'expérience de lui en tant que promeneur. Alors vous voyez, je me promène. Je suis promeneur. Vous voyez, ça peut devenir, à base de faire cette action, je peux devenir un promeneur, donc une identification. Vous voyez, c'est cela, normalement, dans le verbe dit auxiliaire, on ne le voit pas. Quand on est en train d'utiliser l'auxiliaire, on dirait que, on dit très souvent, dans les grammaires, des choses comme ça, que le verbe auxiliaire n'a pas de sens. Si on admet que le sens est un continuum qui va de l'explicite à l'implicite, je dois admettre que cette expression n'est pas tout à fait correcte. Je dirais en effet que l'auxiliaire a un sens qui passe par le corps. Effectivement, vous pouvez utiliser la construction pronominale que vous voudrez, il y a toujours... elles se sont téléphonées. Eh bien, elles se sont téléphonées, il y a le corps qui agit. Et, ils se sont dit des choses, bien évidemment, etc., tout cela. Mais il y a les corps qui passent, qui se disent, qui bougent, qui font. Alors, j'en viens, nous avons vu l'esprit, le corps, et j'en viens à l'âme-cœur. Alors, c'est le domaine émotionnel. Pourquoi je l'appelle âme-cœur? Bon, j'avoue qu'en français, il y a une frontière, si vous voulez. L'âme, c'est plutôt plus proche de l'esprit, si vous voulez, souvent. Et le cœur est plus proche du corps. Mais je dis, il n'y a pas de division. Et c'est très intéressant parce que nous avons le corps, puis nous avons cet âme-cœur qui est au filtre, au milieu, et puis nous avons l'esprit. Mais il y a une continuité. Il y a une continuité. Et ça, c'est très intéressant. Alors, j'insiste beaucoup, la sémantique n'est pas non plus la science. Hein. Peut-être les psychologues peuvent établir des frontières très claires entre les sensations, les émotions et les sentiments, et dire que les sensations c'est le corps, les émotions c'est le cœur, l'âme si vous voulez, et les sentiments c'est l'esprit, voilà. Je n'entre pas dans ce côté scientifique, mais dans l'utilisation spontanée de la langue et dans l'utilisation du verbe être, il y a cette transition qui se fait.
Alors, en grec, il y a le verbe, enfin le mot thymos, qui, dans la langue d'Aristote, voulait dire justement l'esprit sensible. Alors qu'est-ce que c'est cet esprit sensible? Eh bien, l'esprit sensible n'est pas l'âme qui meurt et qui va au-delà, qui va dans le ciel, dans certaines croyances, etc. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas nous, vous voyez, ce n'est pas psyché, c'est simos. Et simos est quelque chose qui est dans le corps et qui est un organe de l'anatomie, c'est le péricarde. Mais justement, il est utilisé comme élément de la sensibilité. Alors, lorsque vous contemplez un tableau, et lorsque ce tableau vous plaît, votre regard devient oblique. Alors, si nous avons un regard vertical sur un tableau, nous avons un regard intellectuel, mais dès que nous avons un regard oblique, nous avons un regard émotionnel. Voilà, c'est cet esprit-là que, en grec, s'appelle thymos. En français, j'utilise les deux mots parce qu'elles sont importantes les deux. Et voilà, Pascal l'appelle le cœur. Le cœur a ses raisons, justement, c'est quelque chose d'intellectuel aussi, que l'esprit ne saisit point. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, c'est une espèce d'esprit somatisé, si vous voulez. C'est un hybride entre le corps proprement dit, matériel, et l'esprit. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe quand nous avons un problème? Alors nous vivons normalement nous fonctionnons normalement avec notre esprit, voilà. Mais à un moment donné, nous avons un problème. Ce problème peut devenir grave. Par exemple, nous pouvons perdre un parent ou un proche, ou nous pouvons avoir un accident, et vous voyez, il se produit comme une espèce de gouffre. Et vous voyez, de abîme. Alors vous voyez, en français, nous avons des expressions du type « je suis au bord du gouffre ». Alors l'esprit, qui est justement notre boussole pour nous conduire, eh bien justement, elle va dégringoler. Alors j'ai perdu le contrôle, je ne suis plus moi. Regardez ce passage de Molière dans l'Avare, on m'a volé, je ne suis plus... Enfin, c'est désespoir terrible, justement, et c'est l'émotion, le thymos, l'âme-cœur qui prend la commande. Et très souvent, on dit, écoutez, excusez-moi, j'ai agi sous l'impulsion de mes passions les plus basses, etc. Je me suis conduit comme un monstre, etc., etc. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'esprit, là, a été aboli. Et c'est justement ce péricarde, justement, qui englobe cet esprit, qui va le comprimer, et parfois, on dit en français, on perd la tête. On perd la tête, on perd l'esprit. Vous voyez, c'est exactement cela. Donc, nous avons là, par exemple, de construction en français, elle est très prudente. Vous voyez, c'est plutôt, on est très proche d'esprit, on est en train de définir la personne comme prudente, elle est intelligente, etc. Mais vous voyez, imaginez que je dis, elle est contente. Alors là, c'est plutôt le corps, c'est le cœur, elle est contente parce qu'il y a eu un moment de satisfaction, quelque chose qui a bien fonctionné pour elle, etc., etc. Alors vous voyez, cette construction adjective est un continuum entre l'esprit et le corps, et au milieu, justement, nous avons cette transition. Et enfin, j'arrive à la dimension de l'action, nous l'avons vu tout à l'heure avec les auxiliaires, c'est-à-dire lorsque le corps, le cœur et l'esprit s'unissent, nous avons l'être, l'individu, le sujet. Alors, le sujet prêt à l'action. Et ça, c'est la quatrième dimension du verbe être. Je l'appelle souvent motion, et pour la même raison que cinétisme. Motion est un terme plus abstrait, dont la traduction littérale, c'est l'action. Mais ce n'est pas forcément motion. Vous voyez, dans le David de Michel-Ange, je vois de la motion. Le sujet qui est le David a une pose qui fait ou qui est en train de faire quelque chose, même si c'est une statue, du marbre, comme nous le savons, mobile, etc. L'art, justement, a pris cette dimension, et nous avons par exemple ce Giacometti-là, l'homme qui marche. Alors là, c'est une statue, et c'est du bronze, fixe, bloqué, etc. Mais c'est l'homme qui marche.
Et puis, nous avons Duchamp, ce nu descendant en escalier. Et nous avons le cinétisme tel que l'art, l'esthétique, la peinture le conçoit. Cette idée de mouvement, vous voyez, cette multiplicité des images. Et nous voyons bien le nu, on le voit moins, mais la descente, on la voit très bien. On voit ce cinétisme, et l'escalier, oui, peut-être, si vous voulez, mais justement, le nu descendant l'escalier, nous le voyons très bien. Voilà le nu qui est en train de descendre. Vous voyez? Donc, le verbe être est en train aussi de se prêter à ce jeu. Alors, lorsque on arrive au niveau C, on arrive à l'expression linguistique du verbe, et alors là, c'est comment nous allons exprimer tout cela. J'ai essayé d'être le plus clair, le plus visuel et le plus didactique ou pédagogique possible, mais ce n'est pas évident de le comprendre tout de suite et de le comprendre tout à fait. Voilà, lorsque nous arrivons au verbe, bon, il va fonctionner dans ce cercle et nous allons voir certaines constructions. Alors, quelles sont les catégories grammaticales qui vont répondre à ces pulsions, à ces émanations cognitives du verbe? Eh bien, ça va fonctionner aussi comme un cercle, comme une horloge qui tourne. Alors, justement, le verbe être n'est pas un tout chaotique. J'insiste sur le mot de Bertrand Russell. Le verbe être n'est pas ambigu si on ne veut pas le rendre ambigu. Et voilà, ça fonctionne justement comme une machine bien huilée, qui a sa progression, ça fonctionne. Alors, bon, justement, nous avons ici un premier problème, c'est ce que je disais. Alors, j'ai essayé de représenter le verbe être de plusieurs façons, et dans une première publication, je l'avais présenté comme ça. Vous voyez, c'est, si vous voulez, en arbre, bon, il est un peu comme ça, mais c'est le format du PC qui a fait ça. Et donc, il y a certaines constructions, voilà. C'est quelque chose qui ne me convenait pas justement parce que il y a entre cette dimension d'en haut, on va dire, et la dimension d'en bas, il y a comme une espèce de boucle, les contraires se touchent. Et c'est pour cette raison que j'en suis venu dans le livre de 2011 à cette situation circulaire dans laquelle nous avons les principes que nous avons vus. Il y a d'une part l'identité qui est l'esprit qui va la développer, les choses sont telles qu'elles sont, les affaires c'est les affaires, vous voyez, une femme est une femme, un sou est un sou, vous voyez, toutes les tautologies fonctionnent comme ça. Et alors, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Les définitions, elles fonctionnent comme ça, et ce qu'on appelle en anglais be-metaphors fonctionne comme ça, c'est-à-dire les métaphores copulatives. Vous êtes un soleil, vous êtes, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quel compliment, ou insulte, vous êtes vraiment un gros je sais pas quoi. Donc, les insultes fonctionnent aussi sur ce type d'identité. Donc, nous avons cela. Puis, nous avons des structures équatives, voilà, qui peuvent être des substantifs, des adjectifs, etc. Puis, nous avons des structures prédicatives qui peuvent toujours être de... Alors, elle est intelligente, elle est prudente, nous le voyons là. Alors, elle est contente, elle est furax, nous le voyons là. Et puis, on arrive à l'existence dans le sens du corps. Alors, j'insiste beaucoup, il faudrait un peu comprendre que Descartes a eu une influence énorme, mais il faut rappeler que le corps est l'existence. Le corps donne la présence, le moment ponctuel, ici et maintenant, hic et nunc. Et bien sûr, je ne mets pas en question le cartésianisme, loin de là, très bien, mais il faut penser que l'existence n'est pas simplement abstraite. Et il est vrai que le verbe être, en tant que verbe d'existence en français, fonctionne souvent comme un verbe d'existence abstraite. Alors, en français, il a fallu trouver des verbes comme se trouver quelque part, où il y a ici des livres, etc., des objets, pour parler de l'existence plus matérielle. Justement parce que le verbe être avait évolué vers cette conception. Mais justement, il faut rappeler, il faut positiver l'idée du corps, qui est justement dans cette figure que j'appelle la structure en récipient. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est le corps est toujours quelque part. Même si Descartes dit je pense donc je suis et je suis une existence pensante et qu'il n'a pas besoin d'un lieu, en effet, mais je suis toujours quelque part. Et ça, Descartes ne peut pas, ni Descartes ni personne ne peut pas le nier, parce que nous sommes tous doué d'un corps. Et c'est le corps qui parle.
Bien sûr, l'esprit est là, les émotions sont là, bien évidemment, mais c'est le corps qui parle. La phonétique est quelque chose de somatique. Et puis voilà, nous remontons les constructions et nous trouvons les constructions auxiliaires qui peuvent être des états ou bien des actions. Hein. La maison est abandonnée depuis très longtemps, vous voyez, c'est un état, ou bien la maison est abandonnée en ce moment, vous voyez, c'est une action, on est en train d'abandonner la maison et on voit les gens s'en aller, etc., etc. Bon voilà, c'est un peu comme ça, mais vous voyez, il y a une circularité, et il n'y a pas, et c'est pour cette raison que je mets des pointillés, parce qu'il n'y a pas de frontières étanches. Voilà, mais il est vrai que le verbe peut s'opposer, ce n'est pas la même chose l'identification que la constatation. Bon, je me suis occupé à parler des structures en récipient, et c'est cela. Alors le récipient, vous voyez, c'est tout ce qui concerne le corps, c'est la partie inférieure de ces schémas, alors que dans la partie supérieure, c'est plutôt l'esprit qui n'a pas besoin, comme le disait Descartes, d'un récipient quelconque. Alors, il y a des éléments, il y a des catégories grammaticales qui fonctionnent et qui vont nous dire comment nous pouvons faire voir cela. Alors, le verbe être fonctionne justement comme une boussole grammaticale qui va évoluer en fonction des circonstances et des nécessités communicatives. Et là, nous trouvons qu'il y a 4 grands éléments grammaticaux qui vont prendre possession lorsque nous voulons communiquer avec le verbe être. Pour faire des définitions, eh bien, la chose la plus simple est d'utiliser des substantifs. Je suis professeur, je suis le professeur. Vous voyez? Et on va utiliser des substantifs. Puis, pour parler des émotions, qu'elles soient intellectuelles ou pathétiques, voilà, on va utiliser des adjectifs. Écoutez, je suis malade. Vous voyez, malade peut remonter vers le substantif. Vous pouvez dire je suis un malade, ou bien vous pouvez dire je suis malade, je suis atteint en ce moment d'une quelconque maladie. Vous voyez, donc il y a cette transition adjectivale, cette adjectivité qui va vers justement le mouvement. Et puis il y a je suis ici, je suis quelque part. C'est l'existence du verbe être. Alors, je suis ici et je suis, en principe, si on pense que suis est la représentation du corps, ce sont des synonymes. Justement, le français, dans l'expression de la langue, a besoin de l'expliciter. Mais je suis, exception faite de la dimension cartésienne, bien évidemment, et mon corps est ici. D'accord? Et voilà. Et c'est pour cette raison que le verbe absolu est un verbe. Voilà. Mais nous avons par exemple toutes les constructions qui sont des constructions dites progressives. Nous avons en français déjà la lexicalisation de être en train de, il est en train de, voilà. Mais nous avons d'autres constructions comme par exemple le processus est en cours de, ou je suis en passe de, je suis en, voilà. Et nous avons un certain nombre de constructions qui indiquent justement cette dynamicité, ce cinétisme du verbe qui met en marche un certain nombre d'éléments. Puis le participe, justement, qui fonctionne dans tous les auxiliaires. Justement, le participe qui va donner le sens explicite sémantique, mais je me permets de dire que le sens implicite sémantique, c'est l'auxiliaire être qui le donne. Ah, je suis époustouflé. C'est mon âme-cœur qui est époustouflé. Vous voyez? C'est mon âme-cœur. Bien sûr, époustouflé veut dire quelque chose. Voilà, très bien. Mais où est le siège? Eh bien, le siège est dans « je suis », dans ce verbe-là. Alors, et les conduites d'urgence à l'hôpital, vous voyez, il y a l'action qui est faite, et les conduites d'urgence à l'hôpital. Alors, bien sûr, c'est conduire qui est le verbe qui véhicule explicitement le mouvement de conduire, justement. Mais c'est le corps qui est conduit. Le corps qui est conduit. Nous avons une phrase passive qui donne une action. Voilà. Donc nous avons cela, nous pouvons l'illustrer avec certains exemples, je vais aller un peu vite pour voir un peu. Regardez bien les couleurs pour voir comment cela fonctionne. Vous voyez, dans le trésor de la langue française, la définition, très longue définition, 21 pages de définition du verbe être, page A4, bon. Voilà, vous trouvez par exemple des définitions du type quelqu'un qui est de son temps, qui est du bâtiment, du secteur du bâtiment ou du domaine, quelqu'un qui est du métier et quelqu'un qui est de la vieille école. Vous voyez, ce sont des définitions. Et c'est le verbe être construit avec des prépositions.
mais vous pouvez avoir d'autres choses qui sont différentes. Alors, être de garde, vous voyez, ce n'est pas être de la vieille école. Je suis de garde, c'est mon corps qui est aussi de garde. Je suis dans une pharmacie qui est ouverte la nuit parce que, voilà, et mon corps y est. Alors que je suis de la vieille école, mon corps n'y est pour rien, vous comprenez? Et donc, cela nous permet. Alors, être des semaines, c'est dans cette semaine que je travaille, voilà. Je travaille, voilà, mon corps est une activité. Ou être de service, voilà, c'est mon service, je suis, je sais pas, garçon dans un restaurant, etc. Alors, je suis de corvée, voilà, je suis en train de faire le métier, bon, voilà. Donc, et vous voyez comment le corps est beaucoup plus présent, plus prégnant. Et c'est cela. Et voilà, justement, je mets toujours bleu et rouge. Si vous étiez espagnol, vous verrez très bien que le bleu, c'est toujours du verbe ser, le rouge, c'est toujours du verbe estar. Ce qui veut dire qu'en français aussi, il y a des différences cognitives remarquables. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que « Ah oui, mais moi je ne vois pas la différence, je suis de Corvée, je suis de la vieille école. » Oui, je ne vois pas la différence, c'est le verbe être. Oui, ne pas voir la différence, ce n'est pas qu'elle n'y est pas. Hein? L'invisible est, comme dit Saint-Exupéry, les choses sont invisibles pour le cœur. Enfin, je ne me souviens pas vraiment de la phrase. Voilà, on ne voit bien qu'avec le cœur et des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est exactement cela. Il y a d'autres exemples. Vous voyez, le vers de Paul Éluard, non, la terre est bleue, c'est une définition, bi-métaphore. Voilà. Alors, il est très aimable. Vous voyez, âme. Ouais, il est très aimable. C'est une dimension émotionnelle, mais qui est en train de définir la personne. Alors, vous voyez, elle est très contente, et on est en train de, non pas de définir la personne, mais elle est simplement en ce moment contente par une quelconque... Et voilà, et il y a une partie de son corps qui est content, mais c'est surtout son état d'âme qui est content. Alors, elle est malade, c'est toujours le corps. Vous voyez, la souffrance peut aller justement au niveau de l'âme aussi, on est souffrant et on est un peu déprimé, etc., etc. Mais c'est toujours le corps au début qui est... Et vous voyez, il y a une progression. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, contente, on dit normalement que c'est une phrase active en français, alors que déçu, on considère que c'est plutôt une phrase dite passive d'état, etc. Vous voyez, les catégories grammaticales sont un peu insuffisantes, si vous voulez, mais c'est la même construction. Et alors, être déçu, vous voyez, c'est l'émotion encore, et c'est l'état. Être déçu parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a laissé dans un état déçu. Voilà, c'est très intéressant parce que le verbe reçu n'est pas de la même façon. Alors vous voyez, elle est reçue, c'est-à-dire elle a été admise par quelqu'un ou introduite par quelqu'un, etc., etc. Nous voyons l'action qui est là. L'action est terminée, alors qu'en bas, nous avons un état. Elle est déçue. Et l'action n'est pas forcément terminée, vous voyez. Et c'est très intéressant. Donc, ce mouvement est en train de mettre en action le verbe. Alors, nous pouvons dire, vous voyez, de cette personne qui est reçue, nous pouvons la personnaliser et la définir. Elle est la reçue au concours, la personne reçue. Voilà. Nous pouvons dire également, elle est la personne déçue, justement parce que les états peuvent... Et c'est ce qui explique justement la circularité du fonctionnement du verbe être. Encore une fois, elle est invitée, elle est l'invité. Alors vous voyez comment le verbe être est un cercle dans lequel il y a une transition des catégories. Et cela assure justement ce mouvement. Il y en a encore, elle est sauvée et elle est sauve. Hein. Donc il y a deux explications grammaticales différentes si vous voulez, mais le même sens cognitif si vous voulez. Sauf était un ancien participe passé d'ailleurs. Alors elle est sortie, pour les verbes de mouvement, elle est dehors. C'est la même chose. L'un implique l'autre. Si quelqu'un est sorti, c'est qu'il est dehors, par rapport à l'espace de l'énonciateur. Alors, regardez très bien les états. Elle était complètement paniquée. Qu'est-ce qui est paniqué? Justement, son corps, surtout son thymos, son âme-cœur. Et vous voyez l'adverbe complètement. Alors, vous voyez ce récipient qui se remplit totalement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les actions? Eh bien, nous avons une autre chose. Elle est fortement soupçonnée, mais elle n'est pas complètement soupçonnée. Si nous disons complètement soupçonnée, nous sommes en train d'indiquer autre chose. Alors, vous voyez, cette construction, la syntagmatique est en train de nous dévoiler ces petits brins d'éléments cognitifs qui font que la chose fonctionne de cette façon-là.
Voilà, donc nous pouvons arriver à une partie finale, si vous voulez, de cette présentation, la première partie, si vous voulez. Alors, le verbe être, vous voyez, c'est un verbe qui peut assumer toutes ses fonctions, et il est à chaque fois synonyme d'autres verbes différents, mais justement, il est un et différent en même temps. Il est le même et différent en même temps. Et c'est intéressant. C'est un verbe d'identité, vous voyez, les bimétaphores. C'est un verbe de jugement, c'est un verbe de qualité, c'est-à-dire la condition, la caractéristique, ou un verbe d'état. C'est un verbe de sentiment, c'est un verbe d'existence, c'est un verbe de mouvement, nous venons de le voir. Il est en train de chanter, c'est un verbe de mouvement aussi. Il est sorti, il est entré, il est né, il est mort, etc. C'est un verbe de mouvement. C'est un verbe de diathèse, hein, les deux en même temps. Et puis c'est un verbe d'action aussi, elle est conduite, etc. Elle est reçue, etc., etc. Donc tout cela, le verbe être le permet justement grâce à cette architecture, à cette géométrie, si vous voulez, interne, à cette mécanique cognitive qui effleure, qui apparaît. Alors, encore une photo des îles Canaries, de l'île de Lanzarote, voilà, c'est un spectacle qu'on fait pour les... Voilà, le volcan est tellement proche qu'on peut faire des geysers, des émanations de vapeur tout de suite. Voilà, c'est cette force du verbe être qui remonte à la surface. C'est ce que je résume dans ce tableau. Le verbe être, vous voyez, a cette distribution. C'est très complexe, si vous voulez. Vous avez le schéma dans l'article qui vient d'être publié. Alors, vous voyez, nous pouvons aller du particulier, du moment hic et nunc, je suis ici, en train de vous parler, jusqu'à l'universel, le plus universel, tout ce que vous voulez. Je suis espagnol, je suis un professeur, tout ce que vous voulez. Voilà, je suis un être humain, et voilà. Et nous pouvons le faire fonctionner dans toutes les parties grammaticales, d'une façon différente, mais d'une façon cohérente. Et c'est ce que mon humble apport essaye de démontrer. Alors vous voyez, nous avons ces échelles, le corps qui est l'immédiateté, nous avons un filtre au milieu, et puis nous avons l'esprit qui est la partie la plus enfouie. Alors, je rentre dans la deuxième partie, je voudrais être plus rapide si vous voulez. Alors, le corps et l'importance des structures locatives. Je l'ai déjà dit, la philosophie occidentale, depuis Aristote jusqu'à Frege, si vous voulez, et même les logiciens modernes, ont priorisé la notion d'esprit. Nous l'avions vu dans l'exemple de Descartes, mais aussi dans l'exemple de Proust. Et il a fallu attendre jusque l'existentialisme et les mouvements qui ont mis, enfin l'inconscient, qui ont mis le corps en exergue. Alors, c'est vrai que quand on utilise spontanément le verbe être, on ne pense pas, justement, explicitement au corps. Et par exemple, on téléphone à quelqu'un, on lui dit, écoute, on est en bas. Qu'est-ce qui est en bas? Nos corps. Vous voyez? Mais c'est nous, c'est notre personne, c'est, voilà, on est devant la porte, voilà. Qu'est-ce qui est devant la porte? Eh bien, c'est le corps, en principe. Et vous voyez, c'est du physique. Mais on n'y pense pas, justement, ça va vite, on est en train de... Voilà. Et puis, on t'attend. Voilà. Et là, c'est l'action et c'est l'esprit qui va faire fonctionner la chose. Alors, justement, il y a cette phrase de Bernard Pottier qui est très intéressante. J'ai mis une incise, justement, parce que Bernard Pottier, dans ses sens sémantiques, il est en train d'expliquer pourquoi nous pouvons dire cela. L'homme vit à l'abri. Qui vit à l'abri? Le corps. Bien sûr, nous pouvons penser qu'à l'abri est un sens figuré, nous allons y revenir. Dans une habitation, c'est le corps encore. Il est dedans ou dehors, c'est le corps. Il y entre ou il en sort, ou bien il y reste, c'est toujours le corps, vous voyez. Tout le système de la localisation est ici en puissance. Dans le cycle de la journée, il est debout. Qui est debout? Que-ce qui est debout? C'est le corps. Il est couché, assis ou parfois allongé dans un hamac. On s'attend donc à des lexis spécifiques de ces positions, chose qui arrive dans beaucoup de langues, par exemple l'anglais, l'allemand, les langues germaniques sont très, on va dire, friandes de ces positions. Les verbes de position, on les étudie dans les manuels de grammaire de ces langues-là. Et celles-ci ont des destins très variés selon les langues. Le français, par exemple, a absorbé toutes ces positions dans le verbe être, justement. Pourquoi? Eh bien, parce que ces racines permettaient cela, dont la racine ste,
de statut, par exemple, qui a permis tout l'imparfait du verbe, j'étais, tu étais, il était, et le participe passé, j'ai été, hein, dans un restaurant, justement, le garçon nous dit, ça a été, ça a marché, et c'est le verbe aller qui est là. Ça a été, vous avez consommé avec plaisir, voilà, et voilà, ça a été, mais ce n'est pas du tout un verbe de définition. Vous pouvez dire, bien sûr, tout de suite, oui, ça a été délicieux, mais c'est autre chose. Justement parce que le verbe être s'est mélangé, il s'est vraiment mélangé. Alors vous voyez, ces verbes-là, esse, stare, sedere, iacere, ce sont des verbes qui, en français, ont été absorbés, si vous voulez, par le verbe être. Alors, vous voyez, nous avons quelque chose de très intéressant. Nous avons 3 axes possibles pour le corps qui vont nous permettre de dire des choses. Et vous voyez que le mot étant, qui est le participe présent du verbe être, vous voyez, c'est stantem. Qu'est-ce que ça veut dire en étymologie? C'est être debout. Comme la statue est debout. Et voilà, il y a une verticalité. Cette verticalité cognitive est celle du corps. Vous voyez? Après, étant, bien évidemment, signifie tout ce que les philosophes et tout le monde a voulu signifier avec le verbe être, de l'esprit, etc., les identifications, voilà, tout ce que vous voulez. Mais en principe, étant, étymologiquement, c'est stantem, c'est le fait, et c'est comme un piquet qui est quelque part, voilà, verticalement. Puis, il y a séant, justement, qui est un mot qui n'a plus rien à voir avec le verbe être, qui existe aussi, qui veut dire justement être assis. Et puis, voilà, et c'est la combinaison du corps qui est vertical et horizontal en même temps. Lorsqu'on est assis, on est en vertical et horizontal en même temps. Et puis, il y a gisant, il y a kentem, non, qui est l'horizontalité. Et regardez, en français, tout cela se dit à l'aide du verbe être. C'est très intéressant. Le verbe être a eu cette capacité de phagocyter ces verbes dits de position, de situation, de posture, on les appelle comme ça. Et vous voyez, être debout, c'est le corps qui est debout. Être assis, c'est le corps encore qui est assis. Et être allongé, couché, etc., c'est toujours le corps. Vous voyez, c'est très intéressant. Et très souvent, on n'a pas une conscience de cela. Mais c'est vrai, ça fonctionne comme ça. Alors vous voyez, on en vient à ce que j'appelle la structure en récipient, et c'est ce qui est les constructions locatives. En français, nous avons une énormité de constructions locatives qui se permettent justement parce que le corps est ce récipient, est notre récipient. Le corps est le récipient de notre esprit et de nos émotions. On dirait qu'elles sont plutôt à l'intérieur, l'esprit et les émotions, mais que le corps est la carcasse, si vous voulez, la boîte extérieure, non, qui nous recouvre. Et voilà, c'est ce que j'appelle linguistiquement la structure en récipient, vous voyez, qui est explicitée en français par des structures locatives. Alors, vous voyez, en français, on peut dire entrer en action, vous voyez, aller ou laisser quelqu'un à l'abri, vous voyez. C'est ce type de mouvements incoatifs qui vont être possible par ce mouvement du corps. Nous l'avions vu tout à l'heure. Et il y a toute cette transition de entrer, de être, de ester, voilà, et rester et de sortir. Voilà. Cette structure en récipient, en français, je le dis, est explicitable par. Alors, les cognitivistes américains parlent de figure and ground. Alors, figure, c'est le corps qui est ground, quelque part. Dans quelque contexte, dans une quelconque situation. Vous voyez? Et c'est très intéressant, justement. C'est la structure en récipient. Je reviens encore une fois. Lorsque je dis « je suis », ma structure en récipient est implicite. Je suis quelque part. Parce que mon corps est forcément quelque part. Vous voyez? Et c'est très intéressant que ce « ground » est souvent implicite. Alors, le corps humain joue donc le rôle principal, l'axe sémantico-cognitif essentiel. C'est ce corps humain et animé, le corps mort bien évidemment c'est une autre dimension, va devenir le sujet de la phrase. Et ça c'est très intéressant. On est devant chez toi, on c'est mon corps, nos corps. Le référent extralinguistique de ces sujets se détache comme figure versus ground dans la terminologie gestaltiste de Talmy. Alors, c'est justement cette présence réelle du corps qui a donné naissance au concept de déréférent, qui est un concept linguistique. Alors, on parle souvent de référence extralinguistique, c'est-à-dire un renvoi
à un espace concret, physique, matériel, mais la référence aussi, si vous regardez par exemple dans le dictionnaire de Dubois, est aussi un renvoi à des dimensions culturelles, de civilisation. Voilà, les choses sont aussi dans un contexte. Il faut connaître par exemple, je ne sais pas, les horaires. Hein, les horaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Voilà, tout cela est aussi des renvois culturel. Et donc il y a une référence culturelle. Et vous voyez, donc il y a cette distance du matériel, du local, du physique, à l'intellectuel, si vous voulez, l'abstrait, le mental. Cette distinction entre référence réelle, je le mets en rouge, vous voyez, et référence mentale en bleu, coïncide avec la distinction entre existence réelle et existence immatérielle, c'est-à-dire l'existence cartésienne par définition. Je pense, donc je suis. Alors c'est ces critères-là, et c'est très intéressant, j'en viens donc à la deuxième partie de mon truc, qui nous aident à préciser la frontière entre le sens littéral et le sens figuré. Alors, comment on va distinguer le propre du figuré? J'ai essayé de remonter la filière pour voir comment on peut distinguer le propre du figuré. Et au moins dans ces constructions locatives, je pense que le point de départ de la constitution du sens littéral pour le verbe être locatif est sa suit-référentialité. C'est un terme qu'utilise Benveniste dans ses études de linguistique générale. Alors, le verbe renvoie à l'état de réalité qu'il énonce, suit-référentiel. Le verbe est suit-référentiel. Je suis en train de vous parler. Voilà. Le verbe renvoie, je suis en train de vous parler, donc, comme le dit Benveniste, la coïncidence de l'événement décrit avec l'instance du discours qui le décrit. Lorsqu'on dit par exemple, écoute, je suis à l'aéroport, j'attends le départ de mon vol, je suis à l'aéroport, c'est mon corps d'abord qui est... Voilà, ce que je suis en train de dire et ce que est en train de se passer, c'est la même chose, c'est suis-référentiel. Le sens localitif du verbe être est suis-référentiel, et c'est ce qui donne la littéralité, le sens propre, premier, voilà. Voilà. Alors, vous l'avez bien expliqué en détail, je ne veux pas vous ennuyer, je vous invite à la lecture de l'article. Alors nous avons, à partir de cette conception, donc nous avons cela. Nous partons de la concrétion, c'est-à-dire le corps, et nous pouvons monter vers l'abstraction en passant par des filtres émotionnels. La construction locative spatiale, elle est dans sa chambre, quelqu'un de sexe féminin qui a un corps est dans sa chambre, non? Un endroit, ground, qui est, voilà. Alors, c'est un sens propre, matériel. Ce qui permet, justement, a permis, et en français, ça a été très riche, parce qu'en latin, cette construction existait, mais elle n'existait pas aussi forte qu'en français, ce qui permet l'apparition analogique, et ça revient justement à l'intérêt du cours, de votre séminaire, à construire une structure qui est apparemment locative, mais qui n'est pas spatiale. Et alors, on peut dire, justement, elle est dans une colère monstre. Et vous voyez, il y a un clivage du sujet, ce n'est pas son esprit qui est vraiment dans la colère, c'est son âme-cœur. Bien évidemment, l'esprit a conçu l'injustice, une quelconque injustice, l'esprit la conçoit. Mais c'est l'émotion qui fait qu'elle est vraiment rouge de colère, etc. Et vous voyez, ce rouge-là, c'est un reflet justement du corps. Et donc, vous voyez, nous sommes passés du littéral dans sa chambre. Alors, vous voyez, ça peut aller très très vite, et même avec des structures locatives qui sont... écoutez, nous sommes dans la rue. Ah, nous sommes dans la rue, ça peut être justement suis-référentiel. Mais nous pouvons dire, nous sommes dans la rue pour manifester parce que ce n'est pas possible, ceci et cela. Alors là, nous devenons autre chose. Ce n'est pas que nous sommes dans la rue, c'est impertinent de le dire, c'est thématique de le dire, alors que ce qui est pertinent, c'est de dire, nous sommes des manifestants, nous sommes en grève, nous manifestons, nous réclamons, etc., etc., etc. Voilà, donc le verbe être permet cela par ce transfert analogique. Hein, et c'est ce passage du corps à l'esprit. Mais attention, cela ne se fait de façon chaotique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est très souvent, on le dit, je suis dans le pétrin, je suis dans un pétrin monstre. Voilà, c'est tellement lexicalisé que, voilà. Mais être dans le pétrin, personne n'est dans le pétrin littéralement. Alors, nous avons une structure, un récipient, et théoriquement, ce qui est dans le pétrin, c'est un corps, c'est une masse matérielle, voilà, qui est dans un pétrin.
Mais justement, par métaphorisation, nous avons que je représente mon corps, mon état d'esprit et surtout mon état d'âme. J'ai des problèmes. Mais attention, ce n'est pas aussi automatique que ça. Justement, nous avons une lexicalisation, mais il y a une inférence. C'est-à-dire, il faut que les personnes qui m'écoutent et moi-même, je sache que je suis dans le pétrin ne signifie pas tout d'abord et littéralement ce que cela signifie, parce qu'en fait on n'est pas, mais que cela signifie autre chose. Alors il faut que je fasse, dans mon interprétant, dans ma réflexion, un calcul de probabilité. Et imaginez par exemple qu'il y a des étudiants étrangers qui ne connaissent pas l'expression, alors ils sont perdus. Qu'est-ce que vous voulez dire par « je suis dans le pétrin » Parce que même s'ils connaissent ce que c'est un pétrin, peut-être ils ne connaissent pas ce que l'expression veut dire en français. Et vous voyez, il y a un interprétant qui vient se greffer par un calcul d'hypothèse, c'est le plus probable. Et non, voilà, ça c'est, j'ai des gros problèmes, je suis dans la difficulté, la détresse, etc. etc. Voilà, c'est l'inférence sémantique. Alors, les cognitivistes, par exemple, si vous voulez, Peirce, pour commencer, la théorie du sens de Peirce, c'est cela. Voilà, le meaning, c'est cela. Comment j'obtiens le vrai sens, le sens en contexte. Voilà, c'est Peirce qui l'a dit. Mais c'est aussi, vous voyez, Fillmore et l'histoire des frames. Ici, dans mon nuage, j'ai un frame qui me permet de comprendre, de sélectionner, comme il dit exactement, filling the gaps, voilà, remplir les cases vides avec la bonne interprétation qui me permet d'être en contexte. Voilà, justement, c'est une inférence, ça vient de loin, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est c'est Aristote. Mais justement, j'ai le reproduit parce que c'est justement cela. Et c'est ce qui permet justement ce passage du propre au figuré. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais je pense que... Attendez, il y a un petit problème. Voilà, dernière chose et je finis. Justement, je prends par exemple l'explication que donne Michele Prandi, qui est très révélatrice et qui revient au même. Pourquoi je suis dans le pétrin n'est pas un sens propre, et justement il le dit très bien, l'interprétation littérale représente pour un interlocuteur l'option privilégiée, même inconsciente. Il faut que je sache ce que c'est je suis dans le pétrin, d'abord, disons langagièrement, linguistiquement ou grammaticalement, pour qu'ensuite j'associe. Mais le locuteur est prêt à laisser tomber cette interprétation littéraire en faveur d'une interprétation détournée, dérivée, je dirais déduite même, si l'interprétation littérale n'est pas cohérente justement avec les données contextuelles et cotextuelles. Alors par exemple, si je vois mon ami, bon, il me parle de son projet, etc., et nous sommes face à face. Je lui mets mon bras sur l'épaule, je dis, écoute, je suis avec toi. Il est évident que je suis avec toi, ce n'est pas que mon corps est en train de te toucher, que tu es devant moi et je suis devant toi, ce qui serait le sens. Mais ça veut dire que je te soutiens dans ton projet. Voilà l'inférence, vous voyez, le frame qu'il a fallu que je mette pour que je comprenne. Et je suis avec toi, voilà, une construction locative qui devient quelque chose d'autre. Et vous voyez, nous pouvons l'expliciter. Je suis, parenthèse, de tout cœur, parenthèse, avec toi. Voilà, donc nous pouvons expliciter. Et alors, de tout cœur, ce n'est plus mon corps qui est justement devant toi, c'est le thème, c'est-à-dire ce n'est pas pertinent de le dire, mais il y a un rem, un élément informatif pertinent, c'est mon émotion, je m'identifie avec ton idée, ton projet, etc. Et je peux dire, je suis pleinement, complètement avec toi. Vous comprenez? Il y a une adhésion. Et donc cette adhésion peut arriver à esprit, je partage, je suis de ton parti, je suis comme toi, voilà, on est du même groupe, on est dans la même... Voilà, vous voyez comment cela, la localisation devient spatialisation. Et voilà, il y a une dernière chose, justement, les structures locatives, lorsque elles deviennent sens figuré, elles deviennent des attributs. Et voilà la fusion du cinétisme et de l'absence du cinétisme. Lorsque je dis je suis dans la rue,
Je peux dire littéralement que je suis dans la rue. Écoute, je suis dans la rue, je t'attends. Bon, voilà. Mais je peux dire je suis dans la rue, donc je suis un manifestant. Donc je suis dans la rue au sens propre. C'est un verbe être, verbe plein, comme le dit Benveniste, un verbe de localisation. Et donc c'est un complément circonstanciel de lieu, dans la rue. Alors que je suis dans la rue, c'est-à-dire je suis en train de manifester, je suis un manifestant, voilà, c'est ne plus un complément circonstanciel des lieux, mais c'est un attribut. Voilà. Donc, merci beaucoup et j'espère que si vous avez des questions ou des commentaires, je serai ravi de pouvoir vous répondre. Voilà, merci beaucoup.